Bonjour Pauline, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Je vais te laisser te présenter. Bonjour Séverine, bah écoute, moi je suis ravie aussi d'être à tes côtés aujourd'hui. Bah écoute, moi je m'appelle Pauline Blancpatin, je suis médecin psychiatre et du coup je travaille depuis environ 6 ans dans un service d'urgence psychiatrique et puis on a aussi à côté un petit service de post-urgence. On accueille des patients sur un temps court. D'accord. Moi, je t'ai Voilà. rencontré sur les réseaux sociaux et du coup, je me suis dit, ah tiens, une psychiatre, j'aimerais bien l'interviewer, voir ce qu'elle pense, voilà, des différentes questions là que j'ai envie de poser. Alors déjà, il y a quelque chose qui revient souvent dans le cadre de mes consultations, c'est les gens savent pas trop la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ces différents termes? Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. On me pose très très souvent la question, donc je pense que c'est important d'essayer d'y répondre. Bah déjà, alors la différence entre psychologue et psychiatre, je pense que du coup on peut commencer par là. Un psychologue, en fait, c'est un professionnel du coup qui fait la faculté de psychologie, qui se forme à la faculté de psychologie. Donc en général, c'est un master sur 5 ans. Voilà. Du coup, à la fin, il se base du coup sa thérapie sur la psychothérapie, avec les outils qu'il a pu apprendre à la faculté. Et du coup, il n'est pas habilité à prescrire des médicaments. Et ça, je crois que c'est du coup la principale différence avec le psychiatre. Hein. Le psychiatre qui, lui, du coup, fait des études de médecine à la faculté de médecine. Alors aujourd'hui, c'est 11 ans. C'est passé à 11 ans. C'est 6 ans de tronc commun et puis 5 ans derrière de spécialisation où, in fine, en fait, on passe une thèse pour devenir docteur en médecine et puis un DES, un diplôme d'études spécialisées pour être psychiatre. Voilà. C'est long? Je ne savais Ouais, pas, c'est long, j'avais... c'est long. Ouais, ouais. Ça a été rallongé il y a peu de temps, d'1 an. D'accord. Et on peut dire que c'est très long quand même, hein. En tout cas, après, derrière, le psychiatre, il a des outils de psychothérapie et il a aussi les connaissances pour pouvoir prescrire des thérapies médicamenteuses. D'accord. Voilà. Après, tu parlais de psychanalyste. Alors, psychanalyste, en fait, c'est un thérapeute qui base son travail sur la méthode psychanalytique. Du coup. Alors, le psychanalyste, en général, il peut être psychologue ou psychiatre à la base. Et après, il décide de se former. Alors, il n'y a pas de diplôme d'État ou de diplôme vraiment réglementaire, mais il décide de poursuivre sa formation dans une école psychanalytique, hein, pour avoir le titre de psychanalyste, pardon. Voilà. Et c'est aussi une formation qui demande beaucoup d'investissement parce que du coup, bah, il y a déjà eu des diplômes antérieurs et ça sous-entend aussi de faire une analyse personnelle, souvent, pour pouvoir accéder à l'école, qui peut être longue, et puis ensuite d'avoir de la supervision, d'acquérir des connaissances pour pouvoir assurer des thérapies. Voilà. Ok. Et le terme psychothérapeute, est-ce que ça renvoie vers un niveau d'études qui... Non, alors le terme psychothérapeute, ça ne renvoie pas vers un niveau d'étude. Psychothérapeute, ça veut dire qu'on utilise la psychothérapie au quotidien. Ça n'a rien de vraiment réglementaire, enfin voilà. Et, du coup, maintenant, on a quand même décidé de formaliser un petit peu les choses et pour avoir le titre de psychothérapeute, il faut quand même faire une formation en psychothérapie clinique et avoir des heures de pratique. Mais voilà, il n'y a pas d'études formalisées, entre guillemets. Voilà. Les titres qui sont vraiment réglementés, c'est psychologue et psychiatre, en fait. D'accord. Voilà. Je sais que c'est complexe, hein. Ouais. J'essaye d'être claire dans tout ça, mais Non, moi j'ai compris. En fait, la différence entre un psychologue et un psychiatre, c'est que le psychiatre, c'est un médecin et que par ce biais, il peut proposer des traitements médicaux. C'est ça? voilà.
Ok. Voilà. Là, le psychologue est plus du coup basé sur, enfin, se base sur la psychothérapie avec les outils qu'il a pu acquérir. Il y a différentes spécialisations aussi, hein, quand on fait du coup la faculté de psychologie qui sont possibles. Voilà. Après, le reste, c'est moins réglementaire. Donc, ça veut dire aussi pour moi méfiance. Hmm, Voilà, oui. méfiance par rapport aux autres types de professionnels, même s'il y en a qui peuvent proposer des choses voilà, très, très utiles et concrètes pour les patients, méfiance quand même, Oui, parce qu'on est dans à l'année de mon la sens, hein. santé mentale. On sait très bien effectivement qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont moins bien. Depuis notamment la crise sanitaire, ça, moi, j'avais vu des chiffres hein, par rapport aux troubles anxieux, par Mm, rapport aux mm, dépressions, etc. Et donc, on ne confie pas sa santé mentale effectivement à n'importe qui quelque part. C'est ça le Ouais, oui, message, non, hein. mais je suis tout à fait d'accord, hein, et les Mhm. gens vont moins bien, et en même temps, ben, on manque de professionnels aussi formés. Mhm. Donc, effectivement, il y a des listes d'attente, il y a, enfin, voilà, beaucoup de difficultés pour certains patients d'accéder à des thérapies. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que moi j'oriente en général, hein, parce que j'accompagne principalement des femmes en burn-out, donc j'oriente vers des psychiatres et souvent le retour que j'ai, effectivement, c'est que les délais d'attente sont longs. Il faut attendre quelque part qu'il y ait un patient qui est fini pour que le psychiatre puisse prendre quelqu'un. Et du coup, de l'autre côté, sur les psychologues vers lesquels j'oriente, les délais sont parfois un peu longs aussi, Mm, 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 malheureusement, ouais. mm, mm. Mm. Et alors là, je parlais effectivement de dépression et de burn-out. Pour toi, quelle est la différence entre les deux? S'il y en a une. Euh, ouais, alors bah, je pense qu'il y a quand même pas mal de différences, hein, enfin, sur Mhm. différents points. Je me dis que la première, c'est déjà l'origine, en fait, Mhm. je pense, du trouble. Euh, pour moi, le burn-out, c'est du coup principalement relié à tout ce qui est professionnel, alors que l'origine, donc on la connaît, cette origine, finalement, Mhm. alors que la dépression, ça a un côté très multifactoriel et c'est pas forcément simple, des fois, de retrouver l'origine. Enfin, Mhm. l'entrée en dépression, l'origine, les facteurs déclenchants. Donc voilà, je dirais en premier l'origine. Mhm. Après, peut-être aussi le fait, enfin, il faut bien préciser que il y en a une, enfin, la dépression est reconnue comme une maladie. Mhm. Euh, Aujourd'hui, elle est classée dans les classifications internationales dans les maladies psychiatriques, alors que le burn-out, non. Voilà, dans la dernière classification, la CIM 11, du coup, c'est classé dans les facteurs qui influencent le recours aux soins, facteurs qui influent sur l'état de santé et le recours aux soins. Mhm. Voilà. Donc, c'est pas encore reconnu comme une maladie en tant que telle. Mhm. Voilà. Euh, et puis, il y a aussi quand même des différences évidemment, au niveau des symptômes, au niveau des symptômes que présentent les patients, les patientes. Dans le burn-out, c'est la conséquence d'un stress chronique, enfin d'un stress important, chronique au travail. Et derrière, il y a une fatigue importante, enfin, même très importante. Mhm. Il y a un désengagement émotionnel, il y a un sentiment d'inefficacité au travail. Euh, c'est pas tout à fait les mêmes symptômes qu'on va retrouver dans la dépression ou dans le symptôme dépressif. On a la tristesse de l'humeur, le manque d'envie, le manque de plaisir, du coup la perte d'appétit, la perte de sommeil. Enfin voilà, il y a plein de choses et des critères diagnostiques qui sont bien codifiés. Mhm. Ok. Alors, merci hein, pour ces précisions parce que c'est vrai que souvent, moi, mes clientes me disent euh, oui, donc je suis en burn-out, mais le médecin n'a pas mis burn-out sur mon arrêt de travail. Et c'est ce que tu expliques, c'est parce qu'aujourd'hui, le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie Mm. au niveau des classifications internationales. C'est pour cette raison que c'est pas reconnu du côté de la sécurité sociale et que le médecin ne met pas burn-out sur Voilà, l'arrêt ouais, maladie. ça peut Mm. être effectivement, il y a quand même, il peut y avoir quelques similarités dans les symptômes avec la dépression, donc on peut affilier ça à la dépression, à l'anxiété chronique, Mm. enfin voilà, mais c'est pas en soi, c'est pas ça. Mais Oui. on peut effectivement peut-être le faire reconnaître comme ça.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, la dépression, moi, souvent, ce que je dis pour différencier les deux, c'est que dans le burn-out, effectivement, il y a une grande fatigue, un épuisement, hein, c'est un effondrement du système nerveux. Et j'explique que le premier symptôme, c'est une fatigue. Mm. Mais si on avait la capacité de retourner travailler, on y retournerait. Alors Oui, que dans la dépression, souvent, exactement, on perd cette notion de plaisir sur tous les aspects de sa vie, que ce exactement, soit du côté exactement. perso et pro. D'accord. Exactement. Et on n'a plus dans la dépression, on peut pas parce qu'on n'a plus l'énergie. Mhm. En soi, on n'a plus aucun plaisir à le faire et plus l'envie du tout. Enfin, Mhm. voilà, c'est la seule envie qu'on a, c'est de rien faire, quoi. Donc, Mhm. oui, je suis tout à fait d'accord. Alors que dans le burn-out, il y a ce côté où on va lutter jusqu'au bout, du bout, du bout pour y aller et continuer. Euh, Mhm. voilà. Mhm. Ouais, c'est vrai que parfois, c'est pas toujours suffisamment clair et effectivement, parce que ben, des personnes que j'accompagne en burn-out peuvent se trouver à un moment sous traitement antidépresseur et du coup, ben, ça, ça peut induire en erreur. Donc Mm, voilà, mm. je Mais trouve bien ça. sûr, alors après aussi, Oui. je pense qu'il faut quand même préciser que c'est différent, mais il peut y Mhm. avoir dans les complications du burn-out une dépression. Oui. Voilà aussi. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, ce que il peut y j'explique avoir une souvent. vraie dépression dans les complications du burn-out. Ouais. En fait, un burn-out qui n'est pas pris en charge correctement, alors correctement, c'est peut-être pas le bon terme, mais où il n'y a pas une prise en charge du côté médecin traitant, suivi psychiatrique aussi, parce que c'est souvent on va dire le parcours conventionnel hein, qui est proposé, peut déboucher sur une dépression si effectivement la perte d'envie, de plaisir se retrouve sur tous les aspects de la vie. Moi, je l'analyse un peu comme ça Mm. parce que parfois le burn-out, de ce que je constate, c'est la face visible de l'iceberg. En fait, on a mis toute son énergie à un moment au travail, mais à la Mm. maison, parfois, ça se passait pas non plus super, super bien. Et du coup, ça a explosé d'un côté et parfois le reste suit. Donc, dans ce cas-là, effectivement, Voilà, c'est bah, ça. ouais. Faut voir. Mm. Après, non, justement, dans les prises en charge, je dirais que normalement, pour le burn-out, on peut plutôt se diriger vers le médecin traitant et la médecine du travail, parce que Oui. pour moi, le principal facteur pour avancer reste de faire la coupure avec le travail et de mettre des choses en place au travail. Mm. Et pour la dépression, du coup, ça va être une prise en charge médicale spécialisée, effectivement, avec des psychologues, psychiatres, Mm. voilà, et médecins traitants en première intention. Mhm. Ok, en tout cas, merci beaucoup hein, pour ton éclairage, hein. Ça va sans doute aider pas mal de personnes ou de femmes qui nous écoutent. Toi, alors avec ton activité donc en service psychiatrique, Mm, ta mm. vie de famille, ton fils, comment est-ce que tu arrives à gérer tous les aspects de ta vie sans t'épuiser justement? Mm. Alors, il faut déjà dire, c'est pas simple tous les jours. Ouais. Ouais, c'est pas simple tous les jours. Il y a eu, il faut des périodes d'adaptation, hein. Je pense par exemple à l'arrivée de mon fils, hein. Il a fallu quand même des périodes d'adaptation. Mais je dirais, enfin, les principales choses que j'ai essayé de mettre en place pour pas m'épuiser, c'est du coup quand même de garder du temps pour moi. Alors moi personnellement, j'arrive à le faire le matin parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie le matin, donc j'arrive à me lever plus tôt et prendre du temps pour moi à ce moment-là. J'essaye de répartir un maximum les tâches. Je pense surtout aux tâches ménagères quotidiennes. Voilà, répartir au maximum dans la semaine pour pas que ça soit trop fatigant. Et puis, je crois qu'on le répète jamais assez, mais essayer de garder une bonne hygiène de vie en ayant un sommeil régulier et puis suffisant pour moi. Alors, c'est pas forcément beaucoup pour d'autres, mais suffisant pour moi et ouais, surtout régulier. Mm. Voilà, et de garder, de bouger. Bon, j'ai la chance d'avoir un métier du coup où il y a quand même de l'activité où je peux bouger même à l'hôpital, mais voilà, je bouge au quotidien. Et puis je dirais aussi accepter de déléguer ce que je peux.
Mhm. Voilà, parce que je pense que ça passe par là aussi. Déléguer certaines choses à mon mari qui peut le faire et qui le fait très bien. Apprendre à déléguer les tâches qu'on ne doit pas forcément faire au niveau professionnel. Voilà. Euh, voilà, c'est à peu près les choses que j'ai essayé de mettre en place au quotidien. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah déjà, ce que tu donnes comme conseil, hein, c'est chouette parce que souvent les femmes qui vont jusqu'au burn-out, c'est des femmes qui ont du mal à demander de l'aide et qui ont du mal à déléguer parce que souvent ce sont des personnes qui peuvent être perfectionnistes, hein, et qui du coup aiment que les choses soient bien faites, Mhm. parfaitement faites et n'aiment pas forcément quand c'est une autre personne qui le fait finalement. Dans ton hygiène de vie, donc j'ai entendu hygiène de sommeil, bouger Ouais, son corps, hein. En ouais. termes d'alimentation, tu as des petits tips? Tu te lèves tôt? Euh, Est-ce que tu prends un petit déj? Ça, c'est une de mes questions préférées. Alors, bah, des types, ouais, du coup, bouger, oui, parce que alors moi, je fais pas d'activité poussée, on va dire. Enfin, Mm. j'ai pas d'activité régulière, mais j'aime bien faire plein de choses le week-end, bouger, faire des choses différentes. Après, au niveau de l'alimentation, non, j'essaye de manger un maximum de tout, Ouais, manger et, varié. de pas sauter de repas. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de garder. Et puis, ouais, je déjeune le matin. Mm. Mais alors pourquoi? Parce que je viens de le dire, je me lève très tôt. Oui. Donc, du coup, j'avoue que ça ferait long quand même. Je me lève tôt. En général, je déjeune tard au travail. Donc, ça Mm. serait un laps de temps trop long pour tenir. Ouais, ouais. Donc, oui, je déjeune tous les matins. Très bien. Non, mais oui, je pose la question parce que justement, dans mes prises, dans mes accompagnements, j'insiste beaucoup sur les petits déjeuners pour Mm, avoir en fait le carburant nécessaire à la fois en termes d'énergie, hein, pour tenir jusqu'à l'heure du déjeuner sans se jeter sur les petits pains, le chocolat et tout ça dans la matinée, mais aussi parce que les neurotransmetteurs et les hormones ont besoin de certaines petites briques qu'on trouve dans l'alimentation pour être fabriquées. Et les mm, neurotransmetteurs, notamment, sont fabriqués à partir d'acides aminés, à partir de protéines. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur des petits déjeuners protéinés. Donc, petit déjeuner salé, si, pour celles qui aiment bien, du type ben, les œufs, du jambon de qualité, du hummus pour les personnes qui ont plus une tendance végétarienne. En tout cas, d'avoir des protéines et du gras au petit-déj, ça permet de soutenir le système mm. nerveux, qu'on soit en dépression ou qu'on soit en burn-out, en tout cas pour tout ce qui est troubles liés au système nerveux. Voilà. Mm, mm. Non mais oui, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Voilà, moi je suis pas une grosse mangeuse, hein, on me le dit souvent, mais pour autant, ouais, je loupe pas de repas. Et c'est vrai qu'alors je bosse aux urgences et le midi c'est pas toujours simple de prendre une pause parce Mhm. que l'activité des urgences, ça sous-entend qu'il n'y a pas de coupure. Mhm. Hein, il faut une permanence du coup toute la journée. Et ben avec l'expérience, je me suis astreint à faire une pause tous les Mhm. midis. Voilà. Alors, je peux garder mon téléphone s'il faut, je suis joignable, mais je fais quand même une pause où je mange à heure régulière le midi. Et ça, je pense que c'est super important aussi, en vrai. Oui, oui, tout à Et puis, c'est fait. un petit sas de décompression qui, pour moi, est quand même indispensable. Ouais, parce qu'on peut pas être en non-stop, hein, du matin au soir, en fait, hein. C'est en termes de, ouais, de concentration, ouais, là, c'est le système nerveux sympathique, hein, c'est qui est tourné vers l'action de faire ou de réfléchir, qui est mobilisé en non-stop, hein, au détriment du parasympathique. Donc, quand on n'a pas de coupure, c'est qu'on est déjà, en fait, en train de Mm. tirer à fond sur la corde. Mm. Et ça, c'était pas facile quand j'étais, j'avoue, c'était pas facile quand j'étais interne, hein, parce que Ouais. laisser du travail s'accumuler, ou enfin voilà, Mm. des situations s'accumuler, c'est pas simple. Mm. Mais maintenant, je le fais, j'arrive à le faire sans trop culpabiliser, parce que je sais que c'est indispensable pour moi et pour la prise en charge des patients sur le reste de la journée, hein. Ouais. Ouais. Allez, qu'est-ce que tu pourrais donner comme autre conseil à une femme qui traverse une période difficile comme la dépression ou le burn-out? Bah, je dirais en premier, en parler. En Mhm. parler et en parler. Ouais. C'est- non, mais voilà, je pense que la principale chose, c'est qu'il ne faut pas rester seul avec ses difficultés. Il faut en parler soit aux proches ou aux collègues, hein, dans le cadre du burn-out. Je pense qu'on a Mhm. des collègues avec qui on peut quand même
échanger au quotidien. Et bah, sinon, des professionnels. Hmm. Voilà. Demander de l'aide. Ouais, ouais, demander de l'aide et puis c'est bah, les professionnels qui pourront donner leur avis et proposer des prises en charge adaptées. Enfin, peut-être déjà poser un diagnostic en Mhm. premier, fiable, et puis après proposer derrière les prises en charge adaptées. Mhm. Toi, du coup, dans les personnes que tu reçois dans le cadre de l'hôpital psychiatrique, tu as des personnes dépressives ou en burn-out? Alors, nous, du coup, enfin, alors moi, je reçois des gens sur un critère d'urgence, hein. Ouais. Donc, Mhm. il y a une évaluation aux urgences et puis derrière, plus ou moins une hospitalisation. Mhm. Donc, c'est principalement des personnes qui sont dans un état, on va dire, sévère, enfin, en crise, Mhm. dans un état sévère, donc plutôt dépression sévère, on va dire, D'accord. avec l'idée aussi qu'il faut protéger des personnes qui ont des idées suicidaires. Mhm. Oui, parce que c'est Donc, prise en effectivement. charge de la crise suicidaire aussi, Ouais. principalement. Ouais, j'ai vu effectivement, là, tu as lancé une série de posts à ce sujet sur Instagram. Et c'est vrai que dans le burn-out ou la dépression, ça peut être effectivement un signe très fort. Enfin, Ouais. il y a eu des exemples hein, dans l'actualité d'entreprises dans lesquelles des personnes se sont suicidées sur leur lieu de travail, hein. Mm, mm. Effectivement, ouais. Alors nous, moi, c'est ce que je vais appeler, enfin c'est pour moi, ça rentre du coup dans la crise de ce qu'on appelle psychosociale. D'accord. C'est-à-dire que c'est une crise suicidaire qui n'est pas liée à une pathologie psychiatrique à proprement dit, quand on Mm. parle du burn-out, mais plutôt à des difficultés sociales, donc là en lien avec le travail. Mm. Mais c'est une crise qu'il faut absolument prendre en charge et qui peut nécessiter d'être mis en sécurité, en urgence, hein, Mm. évidemment. Ouais. Est-ce que, alors, si on est confronté justement par exemple, si j'ai un collègue qui est en difficulté sur mon lieu de travail par rapport à ça, qui est-ce que je contacte? Les pompiers? Est-ce qu'il y a un système d'urgence psychiatrique? Eh ben, Euh, alors, je dirais effectivement, s'il y a un critère d'urgence, ouais. et qu'il s'agit qu'on est inquiet sur un danger imminent pour la Mm. personne qui pourrait faire un geste suicidaire, oui, il faut appeler le 15. Et Mm. après, le 15 oriente sur les urgences D'accord. qui sont soit le plus proche, soit le plus adapté. Et bah, alors, en tout cas, moi, dans les secteurs que je connais, il y a toujours recours possible aux urgences psychiatriques, enfin, un avis Mm. psychiatrique en urgence. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un autre message que tu aimerais passer à nos auditrices? Ben, écoute, je crois qu'on a parlé de pas mal de choses. Là, comme Ouais. ça, il n'y a rien qui me vient. En tout cas, merci beaucoup pour notre échange. Moi, je vais laisser tes coordonnées sous l'épisode hein, pour que ben, les personnes qui nous écoutent puissent te suivre si elles le souhaitent sur les réseaux sociaux parce que je trouve que ce que tu partages peut inspirer beaucoup de femmes. Eh ben, merci beaucoup pour ce Merci, retour Pauline. positif. Merci, encore une fois, merci de m'avoir invité. Et puis, bah, peut-être à une prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.